Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir l'émission sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Mohammad Marandi. Le professeur Marandi enseigne à l'université de Téhéran. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Le monde a été témoin de l'attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Comment la décririez-vous? C'était prévisible. Les Iraniens savent que le gouvernement des États-Unis est complètement malhonnête, et nous l'avions déjà constaté avant la guerre de 12 jours. Alors que les Iraniens négociaient avec les États-Unis, les Américains, Trump, complotaient avec Netanyahou pour mener une attaque éclair. Cette fois-ci, pendant les négociations, en réalité, avant cette dernière série de négociations, lorsque la vice-présidente américaine est sortie en se comportant comme si nous étions en 2003, tenant des propos insensés sur l'Iran, affirmant qu'il y avait des signes que l'Iran développait une arme nucléaire, et lorsque Witkoff a déclaré que l'Iran était à une semaine d'assembler une bombe nucléaire, les gens étaient assez confiants. Les personnes avec qui j'échangeais étaient presque sûres qu'ils allaient attaquer. Lorsque le ministre omanais s'est rendu à Washington et a parlé de progrès en affichant de l'optimisme, je pense que cela en réalité eut l'effet inverse. Les gens ici étaient convaincus que cela mènerait à une frappe américaine, car ceux qui détiennent le véritable pouvoir aux États-Unis ne veulent pas la paix. Ce sont des partisans d'Israël avant tout, la classe Epstein, des sionistes. Ainsi, lorsque l'attaque a eu lieu, les Iraniens, je pense, dans leur grande majorité, d'après mon expérience personnelle et ce que j'ai entendu d'autres, n'ont pas vraiment été surpris. C'est pourquoi les assaillants n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient fait le premier jour de la guerre précédente, lorsqu'ils avaient réussi à assassiner de nombreux hauts responsables, universitaires et scientifiques, ainsi que leurs familles et même leurs voisins, car ils rasaient alors des immeubles entiers. Donc ils n'ont pas connu ce succès cette fois-ci. Bien sûr, cette fois il s'agit à la fois des États-Unis et du régime israélien. La puissance de feu de l'Iran, je pense, est assez importante. Mais ce qui est intéressant, c'est que les généraux iraniens affirment utiliser de vieilles armes. Et d'après ce que nous voyons, des frappes sur des bâtiments dans le golfe Persique, il s'agit de vieux, très vieux drones iraniens. Aucun d'entre eux n'appartient à la nouvelle génération de drones. Et les missiles tirés sur le régime israélien sont d'anciens missiles, construits il y a 10, 15, voire plus de 15 ans. Ils ne coûtent donc presque rien à l'Iran, mais ils obligent les Israéliens et les Américains à utiliser leurs missiles antiaériens, qui, eux, sont très coûteux. Et cela permet aux Iraniens, à l'avenir, d'utiliser leurs capacités plus avancées. La plupart des bases souterraines iraniennes n'ont pas encore été utilisées, tout comme lors de la guerre précédente, car l'Iran se prépare manifestement à un conflit de longue durée. Le golfe Persique n'a pas encore été fermé, mais apparemment les navires n'y passent plus par crainte. Quiconque connaît la région sait qu'il serait très facile pour les Iraniens de le bloquer définitivement. Ce qui est encore plus dangereux pour l'économie mondiale, c'est si les navires, les pétroliers et les installations pétrolières et gazières sont détruits. Car s'ils sont détruits, même s'il y a un cessez-le-feu ou une suspension des hostilités dans une semaine, dans un mois ou dans 3 mois, cela pourrait avoir un effet très permanent.
Ainsi, plus cela dure, plus les chances que la destruction dans le golfe Persique soit permanente augmentent. Pour le moment, les navires ne traversent pas le détroit d'Ormuz. Ils ont probablement trop peur de le faire, car il est très étroit et on peut toucher les navires sans utiliser de missiles. On peut les atteindre avec des armes très légères. Donc, à mesure que la guerre se poursuit, cela va faire grimper le prix du pétrole. Et si l'Iran décide de fermer le détroit d'Ormuz, les prix augmenteront encore davantage. Mais si la guerre s'intensifie, alors l'Iran devra détruire les navires, les pétroliers, les installations pétrolières et les installations gazières. Si cela se produit, alors disons que nous obtenons un cessez-le-feu dans une semaine, ou dans un mois, ou dans 3 mois, ou une suspension des hostilités. Il n'y aura plus de pétrole ni de gaz à faire transiter. Il n'y aura plus de navires pour les transporter. Ainsi, les dommages déjà infligés à l'économie mondiale, à l'économie américaine et à l'économie iranienne, bien sûr, sont considérables. Mais ils vont s'aggraver encore davantage. Comme je l'ai dit, si les actifs du golfe Persique sont détruits, les dégâts seront si importants qu'il nous sera impossible de les évaluer réellement. Ces dictatures familiales arabes du golfe Persique n'ont qu'à s'en prendre à elles-mêmes. Elles ont accueilli des bases américaines. Elles ne peuvent pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ces bases ont été utilisées pour comploter contre l'Iran jusqu'à aujourd'hui, et elles continuent d'être utilisées contre l'Iran. Malheureusement, c'est la réalité de notre région. Les pays du golfe Persique, ainsi que la Turquie, des avions AWACS y volent. Les AWACS de l'OTAN recueillent des renseignements contre l'Iran dans l'espace aérien turc. Les bases américaines en Turquie sont utilisées contre l'Iran. En Jordanie, les avions américains, les défenses américaines, ainsi que les capacités défensives et offensives sont concentrées. Ainsi, tous ces pays se trouvent dans le camp des États-Unis, tandis que l'axe de la résistance se situe de l'autre côté. Mais le fait est que ces petites dictatures familiales arabes sont trop vulnérables pour faire quoi que ce soit contre l'Iran. Et si la situation devait dégénérer, ces régimes s'effondreraient. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ne s'en remettra vraiment, car les dégâts sont faits. Dubaï, par exemple, ne sera plus jamais Dubaï. Je reviendrai sur certaines des possibilités et des implications de la réponse iranienne. Mais si nous pouvions rester un moment pour discuter de la nature et de l'ampleur de l'attaque israélo-américaine, compte tenu de la propagande médiatique en Occident à ce sujet. Parlons-en. Du nombre de villes ou de provinces en Iran qui ont été attaquées, et en particulier de l'école primaire de filles à Minab, dans la province méridionale de Hormozgan, en Iran. Oui, malheureusement, je l'ai noté. Oui, il y a 1 heure à peine, le dernier bilan des victimes, parmi ces écolières, des filles d'école primaire, s'élevait à 85 morts. C'est extraordinaire. Ils ont anéanti les écolières, les filles de cette école, dans une petite ville. C'est incroyable. Et ce n'est qu'un exemple. Je veux dire, ils ont bombardé à Fars, dans une petite ville, ils ont bombardé un club de sport où se trouvaient des enfants. 15 ont été tués là-bas. À Téhéran, ils bombardent des immeubles, des cibles civiles, des blocs d'appartements, et dans d'autres villes aussi. Ils sont impitoyables. C'est la classe Epstein. Ils n'ont aucun respect pour l'humanité. Nous savons ce qu'ils font aux filles. La classe Epstein. Nous savons ce qu'ils font d'après les documents Epstein. Maintenant, ils les bombardent aussi. Les autres choses qu'ils ont faites que je ne veux pas mentionner dans votre émission, ils les ont aussi bombardées. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Ainsi, la brutalité du régime de Washington, du régime de Tel Aviv et de tout l'Occident collectif, ils les soutiennent tous. Les médias occidentaux continueront à diaboliser l'Iran. Même ceux qui prétendent s'opposer à la guerre contribuent à cette diabolisation, qui qu'ils soient.
Ils diront, l'Iran est maléfique, mais c'est une mauvaise politique. Le Venezuela est maléfique, mais ce sont eux les méchants, car ils alimentent ce récit. L'Occident est maléfique. La classe dirigeante en Occident est profondément maléfique. Ils étranglent le peuple de Cuba en ce moment même, des femmes et des enfants, et aucun média occidental ne s'en soucie, que ce soit The Guardian, Fox News, Breitbart ou The Independent. Cela n'a aucune importance. Les États-Unis mènent des attaques impitoyables, assassinent des gens sans vergogne, et les médias occidentaux s'y conforment. Bien que les opposants à Trump, alors que cette guerre tourne mal, et je crois qu'elle va s'intensifier, je pense qu'à partir de ce soir, elle va s'intensifier, voient la guerre se dégrader pour les États-Unis, car ils ne vont pas gagner cette guerre. Les Iraniens, eux, restent fermes et déterminés. Et vous savez, en tant que musulmans, les musulmans chiites en particulier, ils ont une ténacité particulière dans leur opposition à l'oppression, à l'oppresseur, et dans leur soutien aux opprimés. Le petit-fils du prophète, son martyr, les gens devraient aller se renseigner à ce sujet. Ils comprendront mieux d'où vient cette culture de la résistance. L'Iran ne va pas se soumettre aux États-Unis. Et l'Occident, la stupidité, la folie de l'Occident, c'est qu'il croit à sa propre propagande. L'Iran est sur le point de tomber. Cela fait des décennies qu'ils le disent. J'ai en fait participé à une émission sur Al-Mayadeen, elle a été diffusée hier, et j'y ai parlé du récit sans fin de l'effondrement de l'Iran. Depuis les années 1980, on ne cesse de dire que l'Iran est sur le point de s'effondrer. Depuis les années 1990, on affirme que la jeunesse s'est retournée contre la révolution. Tout ce que l'on entend aujourd'hui, exactement les mêmes choses, se disait déjà il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans. Ainsi, à force de répéter ce récit, ils finissent par croire à leur propre propagande. Ils embauchent des dizaines de milliers d'Iraniens pour travailler dans leurs médias en langue persane, ou comme agents, ou comme trolls. Rien que dans une base en Albanie, il y a littéralement 4000 Iraniens qui sont des trolls en ligne. Imaginez l'argent qu'ils dépensent. Ils recrutent ces Iraniens. Les Iraniens leur disent ce qu'ils veulent entendre, et ils finissent par croire à leur propre propagande. Ils élaborent ou définissent leur politique sur la base de cette propagande. Et chaque fois qu'ils se heurtent à un mur, ils se demandent pourquoi. Mais ils ne changent jamais, car le récit est trop puissant. Alors maintenant, ils pensent « Ah oui, le régime iranien », comme ils aiment le dire. Chaque fois que j'entends quelqu'un dire « le régime iranien », je me méfie de cette personne, je ne lui fais pas confiance. C'est quelqu'un d'influencé par les récits occidentaux. Je veux dire, je suis sûr que certains d'entre eux sont de bonnes personnes. Mais en général, c'est... Donc, quand ils parlent du régime iranien comme étant maléfique, impopulaire et sur le point de s'effondrer, c'est un récit très ancien. Mais cela façonne leur politique. Et dans cette guerre, la même chose se produit. Ils ont cru à leur propre propagande, que le gouvernement avait abattu des innocents, toutes ces absurdités. Je veux dire, nous n'avons pas besoin de revivre ça encore une fois. Nous en avons parlé lors de la dernière émission. Le Mossad et la CIA étaient derrière tout ça. Ils l'ont eux-mêmes admis. L'ancien chef de la CIA l'a reconnu. Les images montrent la violence. C'était un coup d'État, une insurrection armée, un semi-coup d'État. Et cela a échoué immédiatement. Des dizaines de millions de personnes sont descendues dans la rue pour soutenir la République islamique, à la fois le 12 janvier et le 11 février. Mais ils ne regardent pas ces manifestations ou ces démonstrations de soutien. Ils s'en tiennent simplement à leur récit. Ils diront « Oh, ce n'est que des absurdités ». Ils croient donc à leur propre propagande. Ils s'engagent dans la guerre, puis se heurtent à un mur. La guerre va s'intensifier. Les États-Unis vont échouer dans cette guerre. Mais ensuite, il faudra voir ce qui se passe, comment les choses évoluent.
Il y a des gens aux États-Unis qui détestent l'Iran, l'establishment, la classe Epstein, mais ils détestent aussi Trump. Ils aimeraient donc voir Trump échouer juste pour lui nuire. Il y a beaucoup de choses en jeu en ce moment aux États-Unis. Ce n'est pas comme si la plupart des membres du Parti démocrate étaient des gens bien. Ce sont les mêmes qui ont soutenu Trump et qui soutiennent le génocide à Gaza, à l'exception de Thomas Massie. Mais ils voient ce que Trump est en train de faire aux États-Unis. Ils voient ce que cette guerre va faire aux États-Unis. Ils détestent Trump, donc la pression pourrait commencer à monter contre lui. Mais les Iraniens ne vont pas compter sur la pression intérieure. Ils se préparent à une guerre très longue. Et comme je l'ai dit, l'Iran utilise ses vieux missiles. La plupart de ses bases souterraines sont encore intactes. Donc il est clair qu'ils se préparent à une guerre qui pourrait durer des mois. Dans son discours, Donald Trump a appelé les Iraniens à se soulever contre leur propre gouvernement. À la suite de cela, le New York Times et le Washington Post, les chiens de garde de l'Empire, ont publié leurs propres éditoriaux et articles. Le New York Times, en fait, sans plaisanter, a publié un éditorial intitulé « Pourquoi avez-vous attaqué l'Iran ?» Je veux dire, il critiquait un peu Trump, mais il affirmait qu'un président américain pouvait justifier une guerre contre l'Iran à cause de la nature mauvaise et diabolique de ce pays, et ainsi de suite. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai expliqué comment ça fonctionne. Je ne plaisante pas. Et ils ont mis en gras « régime iranien ». Ils ont littéralement mis l'expression « régime iranien » en gras. Et ils ont continué. Le Washington Post, pour sa part, a essentiellement répété ce que Trump avait dit, affirmant que l'ambiance en Iran était si mauvaise qu'un grand nombre de personnes se réjouissaient de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Alors, pour dissiper la propagande, pourriez-vous nous dire brièvement quelle est l'ambiance en Iran face à ces attaques? Les Iraniens sont dégoûtés et révoltés, et ils sont unis. Nous avons eu des manifestations spontanées à travers Téhéran et d'autres villes, même sur mon propre campus, menées par des étudiants soutenant le gouvernement alors que nous sommes bombardés. Les gens descendent dans la rue. À Mashhad, il y a en ce moment une foule immense. Comme je l'ai dit, le Parti démocrate et le Parti républicain sont les mêmes. Ils appartiennent tous à la classe Epstein. Ils regarderont les manifestations lors de l'anniversaire de la révolution iranienne, le 11 février. Leurs journalistes observeront, mais cela ne changera pas leur point de vue. Vous savez, c'est de l'orientalisme. C'est tellement profondément enraciné que même lorsqu'ils voient la réalité, ils ne la comprennent toujours pas. Ils peuvent la voir, mais le récit, leur compréhension, leur savoir, rien ne change. C'est toujours la même réalité, celle d'autrefois. C'est toujours cette vision du monde orientaliste, raciste et eurocentré qui domine. Alors la journaliste de la BBC est venue à Téhéran, je la connais, pendant les manifestations du 11 février, 4 millions de personnes à Téhéran. J'étais à Moscou à ce moment-là, mais elle n'a tout simplement pas pu le concevoir. Son reportage depuis Téhéran était entièrement négatif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement elle, c'est toute la BBC. Même si elle voulait dire quelque chose de positif, ce ne serait pas acceptable. Si les gens en Iran soutenaient les États-Unis, ils profiteraient de cette occasion pour descendre dans la rue et s'emparer, je ne sais pas, de commissariats ou de tout ce que les Américains voudraient qu'ils fassent. Pourquoi personne ne le fait? Les gens soutiennent l'État. Ils ont toujours soutenu l'État. Oui, il y a une minorité qui ne soutient pas l'État et la Constitution, comme dans chaque pays, comme en Inde, comme aux États-Unis eux-mêmes. Et il y a des personnes que l'Occident soutient et qui commettent des actes de violence. L'Occident n'est pas confronté à cela, car aucun pays étranger ne fait cela aux États-Unis.
Ce sont les États-Unis qui le font à l'Iran. Mais l'Iran, lors de la précédente guerre imposée au pays, a vu son peuple se rassembler. Le régime israélien a dû supplier pour un cessez-le-feu. Aujourd'hui, il y a une force combinée des États-Unis et du régime israélien qui tente de vaincre le peuple iranien, avec l'aide d'États régionaux, comme je l'ai expliqué plus tôt. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas réussir? C'est parce qu'ils croient à leur propre propagande. Et cette propagande fait partie du réservoir de connaissances accumulées depuis des décennies et des siècles. Je te l'ai dit, si tes téléspectateurs vont regarder mon émission sur Al-Mayadeen, qui a été diffusée hier, ils verront que les mêmes choses qu'on dit aujourd'hui sur l'Iran étaient déjà dites il y a 40 ans, il y a 35 ans, 30 ans, 25 ans. Les gens sont fatigués du régime. Les jeunes ne l'aiment pas. Une autre révolution est en train de couver. Tout ce que tu vois aujourd'hui, tu le voyais déjà dans les années 1980, 1990 et ainsi de suite. Rien n'a changé. Et c'est essentiellement parce qu'ils ne peuvent pas voir le monde autrement que de la manière dont nous le voyons aujourd'hui. Trump est plus grossier, mais en substance, sa vision du monde eurocentré n'est pas si différente de celle du reste de l'establishment politique. La classe Epstein aux États-Unis ou à travers l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et ainsi de suite. Je voulais aborder brièvement la réponse iranienne à l'attaque, étant donné que les médias occidentaux ont toujours minimisé les capacités et les réactions réelles de l'Iran. Je veux dire, en partie c'est de la tromperie et du mensonge, mais c'est aussi en partie une mauvaise compréhension des capacités iraniennes. Cette fois, nous avons vu l'Iran réagir immédiatement, bien plus rapidement qu'en juin et auparavant. Il y a des rapports concernant l'attaque contre la 5e flotte américaine à Bahreïn et la destruction d'un système radar sophistiqué FP-132 au Qatar. Et Haaretz a évoqué des salves quasi ininterrompues de drones et de missiles iraniens en Israël. Pourriez-vous nous parler brièvement de la réponse iranienne que nous avons observée jusqu'à présent aujourd'hui? Eh bien, la riposte iranienne, comme vous l'avez dit, a été assez dévastatrice. Mais l'Iran ne frappe pas encore fort. Comme je l'ai mentionné, les Iraniens s'échauffent, ils utilisent de vieilles armes, cherchent à sonder l'ennemi et à épuiser ses capacités de défense antiaérienne. Ensuite, ils commenceront à employer une technologie plus sophistiquée et plus récente. Je pense qu'à partir de ce soir, cela va devenir encore plus dévastateur. Les Américains vont brutaliser l'Iran autant que possible dans les heures à venir, mais l'Iran ripostera très violemment. Et au bout du compte, l'Iran a l'avantage, car son peuple mène une guerre existentielle. Il doit gagner. Les États-Unis mènent une guerre de choix au profit d'un régime génocidaire, pour soutenir un génocide, pour soutenir la classe Epstein, à un moment où le monde se retourne contre le régime israélien et où les Américains s'y opposent également. Regardez les sondages réalisés pour la première fois aux États-Unis, qui est pourtant la nation la plus soumise à la propagande au monde. Aujourd'hui, plus de personnes soutiennent la Palestine que le régime israélien. C'est énorme. Pour l'Iran, c'est donc une lutte pour la survie et il s'y prépare depuis très longtemps avec toutes ses bases souterraines et leurs capacités en matière de drones. Et le golfe Persique est extrêmement vulnérable. C'est probablement l'endroit le plus vulnérable et le plus sensible du monde, car 20 à 25% de l'énergie mondiale provient de cette région. 20% dans le golfe Persique et disons 25% dans le Caucase et l'Asie de l'Ouest réunis. Donc si les États-Unis poussent trop loin, cela pourrait se retourner contre eux. C'est déjà le cas. Et cela va avoir des conséquences économiques. Je veux dire, le prix du pétrole a déjà augmenté et il va encore monter. L'Iran connaît donc ses avantages. Comme je l'ai dit,
Il s'y prépare depuis que les États-Unis ont envahi l'Irak. Les capacités de missiles de l'Iran contre Israël ne représentent qu'une petite partie de sa puissance globale. Ses missiles de moyenne et courte portée, ses drones, ses vedettes rapides, ses drones sous-marins, ses torpilles et ses mini-sous-marins, l'Iran a développé toutes sortes de capacités pour la guerre asymétrique. Et les Américains poussent le monde vers un endroit très dangereux. Et concernant la riposte ou les représailles iraniennes contre les pays du CCG, pensez-vous qu'elles se limiteront aux bases et aux actifs militaires américains ou qu'elles viseront également ces pays alliés dans leur ensemble? Ze bent tired Jurek Rangensteg of this Q-Faith. L'un des responsables a déclaré qu'il n'y avait pas de ligne rouge. Tout ce qui peut être considéré comme un atout américain, comment définissez-vous cela? Et si la guerre devient plus intense, vous savez, ces pays font partie de cette agression contre l'Iran. Ils ne peuvent pas prétendre être innocents. Les États-Unis mènent ces attaques avec l'aide que ces pays leur apportent depuis de nombreuses années. Dans le cas du Qatar, par exemple, le Qatar paie pour la base américaine. Non seulement il fournit l'emplacement, mais il prend aussi en charge leurs dépenses. Donc lorsqu'ils tuent des Iraniens, lorsqu'ils détruisent des biens iraniens, ils ne peuvent pas s'attendre à ce que l'Iran dise « Très bien, nous vous laisserons tranquilles parce que ce sont des bases américaines. » Nous verrons comment les choses évolueront dans les jours à venir. Mais si je vivais dans la région du Golfe Persique, je partirais immédiatement. S'il n'y a pas de vol, je traverserai l'Arabie Saoudite en voiture et je trouverai simplement un moyen de partir. Quel type de soutien l'Iran chercherait-il à obtenir de la Russie et de la Chine? Dernière question. D'accord, désolé. Eh bien, l'Iran mène son propre combat. Mais évidemment, les relations de l'Iran avec la Russie et la Chine sont très bonnes. Les Russes et les Chinois considèrent les États-Unis comme une menace. Ils voient le président américain comme imprévisible et les États-Unis comme de plus en plus instables, un empire mourant qui se débat. Donc évidemment, ils ont tout intérêt à soutenir l'Iran et la relation est étroite. De plus, les alliés de l'Iran dans toute la région se préparent à la guerre. Nous pouvons donc avec les Américains. Nous allons nous arrêter là. Professeur Mohammad Marandi, merci beaucoup d'avoir été avec nous et prenez soin de vous. Merci de m'avoir invité et que rester en sécurité aussi. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.